Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Et Villeneuve. pour m'accompagner jusqu'à 20h, Jules Torres, bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Albert Zenou. Bonsoir Pierre. Rédacteur en chef du service politique du Figaro. Notre invité, il est en duplex. Romain Eskenazi, bonsoir. Bonsoir. Député du Val d'Oise, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez assisté vous aussi à cette passe d'armes qu'on va écouter entre Éric Coquerel et Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement, sur cette nomination à venir d'Amélie de Montchalin. On écoute. Comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? Monsieur le Premier ministre, ce qui gangrène les institutions, ce ne sont pas les oppositions, mais bien des nominations comme celle-ci. Il vous incombe de convaincre le chef de l'État de jouer son rôle constitutionnel, veiller au respect de la Constitution et assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Cela commence par l'indépendance et la crédibilité de la Cour des comptes. Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Elle n'a jamais hésité, y compris quand c'était douloureux, à dire la vérité sur les chiffres, à dire la vérité sur les comptes, et elle continuera de le faire demain en tant que première présidente de la Cour des comptes. Et j'imagine, Romain Eskenazi, que vous étiez également dans l'hémicycle. Qu'en avez-vous pensé de cette future nomination ? Écoutez, nous avons réagi avant la séance de questions au gouvernement à l'occasion de notre point presse hebdomadaire, également vivement. Il se trouve aujourd'hui même une étude qui a été publiée où on apprend que seulement 20% des Français ont confiance à leur démocratie. 22, c'est le double oui. en Allemagne. Mm. C'est le double en Allemagne. On est à 40% en Allemagne. Et donc, c'est bien une décision qui va conforter cette défiance vis-à-vis de nos institutions démocratiques. Ça n'est pas remettre en question les compétences d'Amélie de Montchalin. J'ai d'ailleurs personnellement pu reconnaître qu'elle avait été compétente, parfaitement compétente pendant la tenue des débats budgétaires qui ont été longs et douloureux. En faisant une Donc, transaction en règle avec vous les socialistes, vous voulez dire, monsieur Eskenazi ? Non, je l'ai trouvée au banc brillante lorsqu'elle était interpellée par les uns ou les autres. Je trouve qu'elle avait le sens du répondant, qu'elle connaissait ses dossiers. Je ne remets pas en cause sa compétence. Ce que je remets en cause, c'est le fait qu'elle ait constitué elle-même le budget et qu'elle va être demain juge et partie. Elle va devoir juger de la bonne exécution d'un budget qu'elle a largement contribué à élaborer. Cette nomination fait suite à d'autres nominations. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Jean Castex à la RATP puis à la SNCF, Stéphane Séjourné comme commissaire européen. On a l'impression que Emmanuel Macron place un certain nombre de ses proches dans des institutions qui sont censées être indépendantes. Je pense à l'ADEME aussi évidemment. Et donc nous déplorons effectivement cette nomination. Comme le à cause de faisait son François indépendance. Mitterrand à son époque, monsieur Eskenazi. Là, on considère qu'il y a une pratique qui est devenue assez généralisée. Vous savez qu'il y a eu, si je prends l'exemple de Pierre Moscovici par exemple, il y a eu un long moment entre le moment où il siégeait au gouvernement socialiste et le moment où il a présidé la Cour des comptes. Il était entre-temps commissaire européen, il a eu d'autres fonctions. Là, Amélie de Montchalin n'a même pas eu le temps de... Non, tout à fait. Excusez-moi, je donnais un exemple plus récent chez les socialistes. Voilà, donc moi je considère que là, il n'y a pas eu du tout de période tampon. Elle a élaboré un budget qu'elle va elle-même devoir évaluer. Elle va, en tant que présidente de la Cour des comptes, devoir également évaluer les autres budgets qui ont été ceux d'Emmanuel Macron. Selon nous, ça pose effectivement une question d'indépendance et de confiance des Français qui voient ces ministres placés à droite et à gauche. Mais monsieur le député, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous trompez de mots quand vous utilisez le mot indépendance ? Parce que la République des copains et des coquins, j'ai l'impression qu'elle existe depuis la création de la Ve République. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a nommé des personnes qui lui étaient proches quand il a dû nommer des gens. de l'opposition. François Hollande a dû nommer, bien sûr, absolument, François Hollande a dû nommer. C'est-à-dire que le Parti Socialiste aujourd'hui, par exemple, qui représente 1,7% à l'élection présidentielle, a eu pendant un temps M. Fabius au Conseil constitutionnel, a eu pendant un temps M. Moscovici à la Cour des comptes, a le vice-président du Conseil d'État, M. Tabuteau, qui est passé par le cabinet de Martine Aubry et de Bernard Kouchner. Donc bon, on peut prendre des exemples pendant une heure si on veut, mais aujourd'hui, l'indépendance, c'est pas ce qui caractérise les nominations dans toutes ces cours, même si elles sont indépendantes. Romain Eskenazi. Le fait qu'il y ait eu des nominations de personnes dont les gouvernements étaient proches, vous avez cité effectivement quelques exemples, mais là, honnêtement, moi je peux vous donner une liste longue comme le bras s'agissant d'Emmanuel Macron pour des personnes sur des autorités qui sont censées être indépendantes. Et peut-être qu'il n'y avait à l'époque peut-être pas la même défiance et que c'est justement ce type de pratiques dont peut-être ont participé la droite républicaine, la gauche républicaine, qui ont eu tendance à éloigner les Français. Je pense qu'il faut maintenant prendre acte de cette défiance
défiance des Français vis-à-vis de leurs représentants. Et si c'est des pratiques qui ont pu avoir lieu, je pense qu'il est temps qu'elles changent, en particulier pour cette nomination en particulier, où la ministre du Budget qui a élaboré un budget va devoir au sein d'une institution indépendante juger de sa bonne exécution. On verra ce qu'elle dit sur ce budget. Est-ce que vous êtes également, à l'instar par exemple d'Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui dit mais vous vous rendez compte, elle a une quarantaine d'années, Amélie de Montchalin, elle est irrévocable, ça veut dire qu'elle peut rester à peu près une trentaine d'années si elle veut au sein de la Cour des comptes. Je ne remets en cause ni son âge, ni sa compétence. Je remets en cause le fait qu'elle ait été dans l'exécutif pour élaborer un budget, pour se retrouver le lendemain à la Cour des comptes pour juger de sa bonne exécution. Ça, selon moi, ça pose effectivement question sur l'indépendance qui doit être celle de la Cour des comptes. Dans l'actualité également, Romain Eskenazi, la violence des mineurs, vous avez entendu l'appel, l'appel successif, les appels successifs de la mère de Théo, qui aujourd'hui a organisé une marche citoyenne à Lyon. Comment est-ce que vous évaluez cette hyper-violence des mineurs ? Est-ce que pour vous, c'est un fait divers ou est-ce que c'est un problème à prendre à bras-le-corps ? Vous savez, je suis député depuis 1 an et demi. Je suis déjà allé à l'enterrement d'un jeune de 17 ans dans ma circonscription et à l'anniversaire des 1 an du décès d'un jeune de 15 ans suite à des rixes entre jeunes. Je pense donc qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Nous avons tendance au Parti socialiste à assumer la nuance, c'est-à-dire à la fois rétablir l'autorité, la répression, la gravité des peines lorsque c'est nécessaire, mais ne pas oublier les politiques de prévention. Moi, j'ai dans ma commune le club de prévention spécialisé avec 2 éducateurs qui a disparu, l'association d'animation sociale de proximité qui faisait du soutien scolaire, des sorties éducatives, de l'accompagnement à la parentalité qui a fermé. Ce sont simplement mais ça, c'est le diagnostic. Ça, c'est le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut à la fois agir sur la répression, mais je n'ai pas le sentiment qu'un jeune de 17 ans qui va planter un coup de couteau dans un camarade de 17 ans fasse un calcul rationnel sur la peine qu'il encourt au moment où il fait son méfait. Il y a donc des mesures éducatives, des mesures de prévention, des mesures de réinsertion, des mesures d'accompagnement à la parentalité. Très honnêtement, quand à cet âge-là, on est capable d'un tel niveau de violence, il faut interroger l'éducation des jeunes. Et quand on se retrouve avec des parents qui peuvent être parfois démunis, qui peuvent avoir leur part de responsabilité, je suis pas sûr que ce soit en leur coupant le RSA ou en envoyant des gamins de 14 ans en prison qu'on va régler du jour au lendemain le problème. Ouais, comme le demandent certains maires. Albert Zeno. Oui, monsieur le député, comment vous expliquez que la gauche a toujours ce même problème à qualifier tous les problèmes de sécurité ? On sent bien que vous êtes mal à l'aise avec ces sujets, que vous n'osez pas avoir une position claire et nette. Alors, toujours à retrouver, à contextualiser, malgré tout à essayer de trouver des excuses à des faits que vous qualifiez peut-être des faits divers, puis qui sont maintenant devenus des faits de société. Comment expliquer ce mal à qualifier ? À rebours d'ailleurs, pour ajouter à ce que dit Albert Zeno, à rebours d'André Valigny, qui a publié une tribune dans le Figaro Vox en disant que la gauche doit maintenant regarder en face les problèmes de délinquance et de sécurité. Alors monsieur, vous avez réussi en 1 minute à me faire dire 3 choses que je n'avais pas dit. Je n'ai jamais qualifié de faits divers, j'ai dit au contraire qu'en 1 an et demi, j'ai eu à subir deux méfaits gravissimes. Donc non, je ne qualifie pas ça de fait divers. Nous avons la première convention nationale qui nous est sortie il y a 6 mois, c'est une convention nationale sur les questions de sécurité. Nous avons soutenu la loi narcotrafic à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le sentiment que nous prenions ces problèmes ni à la légère, ni avec naïveté. Je dis simplement qu'à donner des coups de menton d'autorité en disant il suffit de supprimer les allocs aux parents et d'envoyer les mômes de 14 ans en prison pour régler le problème. Il ne s'agit pas de trouver des excuses à ces jeunes qui commettent des meurtres et qui brisent des familles entières. Il s'agit de les expliquer, de les comprendre pour pouvoir trouver la solution de société adaptée pour que cela n'arrive plus. Quand j'entends que pour que des enfants ne mettent plus des coups de couteau dans les collèges, il faut qu'on installe des portiques dans tous les établissements secondaires de France, excusez-moi, je n'ai pas l'impression que c'est comprendre la réalité du problème que de proposer ces solutions qui me semblent simplistes. Le côté pédagogique, on l'entend tous, Romain Eskenazi, simplement ça va mettre des années, c'est-à-dire qu'il faut régler le problème, vous en conviendrez, en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence maintenant, et là je serais intéressé de savoir ce que vous proposez concrètement, et sur le côté pédagogique, éducatif, très bien, mais ça va prendre 30 ans, tout le monde est d'accord là-dessus. 30 ans, non, monsieur. Moi, je considère qu'un gamin de 13 ans n'est pas foutu pour les 30 années qui viennent. Et s'il est accompagné, vous savez, moi, j'ai jamais mis de coup de couteau à quelqu'un et j'ai des enfants et j'ose espérer qu'ils n'en mettront jamais à quelqu'un. Dans les médias, qu'est-ce qu'on fait si on fait pas de portique, si on fait pas de fouille des sacs, si on coupe pas les allocs pour responsabiliser les parents, comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, je trouve que couper les allocs pour responsabiliser je sais, mais les parents... Qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne me répondez pas. Mais bien sûr que si, je vous réponds. À la fois le volet répressif, le volet répressif, je vous l'ai dit, mais évidemment le volet répressif, c'est-à-dire avoir des effectifs de police sur le territoire, avoir de la présence de bleus sur le terrain, avoir des policiers suffisamment formés et suffisamment en nombre sur le terrain pour protéger la population, pour être alertés. Donc ça, effectivement, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, si on met totalement de côté le fait qu'un jeune qui est inséré dans un projet social, professionnel, de formation, qui va avoir une activité sportive et culturelle qui est organisée, qui est stabilisée, eh bien, il ne va pas planter son camarade de 17 ans. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce problème de fond qu'il faut régler. Merci beaucoup, Romain Eskenazi. Mais je vous en prie, messieurs. En direct sur Europe 1, député du Val d'Oise, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans un instant dans Europe 1 Soir. À tout de suite.